Apprendre à se connaître avec Floriane. Le coin de Félie. Bonjour Sylvie. Bonjour Je Floriane. suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de digestion, digérer les émotions. Et avant ça, j'aimerais que tu te présentes. Donc Floriane, je suis ravie d'être là déjà. Ouais. Donc moi je suis maman de 3 enfants, dont la plus grande a 16 ans, j'ai 38 ans, donc je suis aussi assez jeune, on peut dire ça. Ouais. Je suis naturopathe iridologue spécialisée dans les troubles d'accompagnement de la digestion, justement, Okay. et responsable de formation au CNR André Lafont, le collège de naturopathie rénové de Rochefort, qui m'a formée en fait. Et la question que je me pose dans tout ça, c'est est-ce que c'est vraiment qui je suis quand je te définis ça. Voilà, c'est ça. C'est l'échange qu'on avait eu quand je t'ai amené la question qui tu es. Et tu m'as dit, mais en fait, une identité, est-ce qu'on se définit par rapport à un métier, par rapport... Donc déjà, on avait commencé notre échange là-dessus et je trouvais ça très enrichissant. Donc du coup, si on fait l'émission aujourd'hui, c'est par rapport à ta pratique, par rapport à la mienne aussi. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, moi j'accompagne beaucoup au niveau des émotions. Et le fait de digérer ce deuxième cerveau qu'on appelle souvent le premier ou le deuxième cerveau, on ne sait pas lequel est le premier, enfin en soi on sait qu'on en a deux. Moi déjà je voulais savoir, je voulais que tu nous présentes tes métiers avant qu'on parle de ce sujet très intéressant. D'accord. Alors, en fait, naturopathe, donc c'est un métier qui est ancestral, qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Ça vient d'Hippocrate de Cos. Donc, Hippocrate, c'était un des premiers médecins qui a fait les premières écoles de médecine. Et puis, les premiers médecins travaillaient beaucoup avec les plantes, avec l'alimentation. Et puis peu à peu, le métier de médecin s'est modernisé et est devenu quelque chose de beaucoup plus technique, de beaucoup plus spécifique. Mais la naturopathie, elle reprend ses premiers ensembles de techniques, c'est-à-dire l'alimentation, les plantes, l'émotionnel. Et notamment l'émotionnel. Nous, dans notre école, on travaille vraiment ça parce que c'est notre dominante de base, c'est vraiment notre socle. L'idée, c'est de dire que chaque chose qui nous arrive a une cause plutôt émotionnelle. Bien sûr, il y a une cause physiologique, on ne l'oublie pas, mais la cause émotionnelle, c'est ce petit facteur dans la vie qui est venu déstabiliser la personne. Par exemple, le stress qu'on subit au quotidien dans notre travail ou alors dans notre vie familiale. Le fait de toujours vouloir être à 100 à l'heure, tout ça, ça crée du stress chronique et ça va peu à peu créer des désordres dans le corps. D'où donc, les expressions, l'estomac noué, avoir un nœud dans le ventre, etc. Exactement. Ouais. Elles ont vraiment une base, ces expressions. Elles sont vraiment là pour quelque chose. Quand on dit je suis gonflée ou ça me gonfle. Ou ça me gonfle, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est l'idée de dire dans mon corps, c'est compliqué et ça peut gonfler, quoi. D'ailleurs, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que ce qu'on dit, on l'imprime dans notre corps. Si on dit tous les jours « je suis fatiguée », à force, on devient fatigué. C'est des ancrages, en fait. Ça devient des habitudes et du coup, ça en devient une hygiène de vie. Exactement. Alors, quelle hygiène de vie on souhaite avoir, effectivement. Et c'est ça la naturopathie, c'est de ramener la personne vers son hygiène de vie optimale, celle qu'elle devrait avoir depuis la base et qui a été déstabilisée. Okay. Sachant que chacun a sa base, en fait. Bien sûr. Personne n'aura la même alimentation, la même hygiène de vie. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire du sport pour se décharger le mental, et il y a des personnes, elles ont besoin de lecture. C'est OK. Et ça, la naturopathie aide à savoir vers où on se dirige. C'est ça, exactement. En fonction du tempérament, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, des fois par le ressenti aussi de ce qu'on ressent en cabinet. De ce qui fait vibrer à l'intérieur. Et on parle aussi au siège des envies. Qu'est-ce qui fait envie? Qu'est-ce qui donne la vie? C'est ces connotations-là. C'est ça. Okay. On pense quand on va voir un naturopathe que le naturopathe va dire non, plus de chocolat, plus de sucre, plus... non. En fait, un naturopathe, ça peut aussi être gourmand, dans le sens où la naturopathie, c'est aussi une science de vie de plaisir. On est là sur Terre pour vivre des choses, pour expérimenter des choses, mais en tout cas, si on est là, c'est surtout pour se faire plaisir. Donc, toi, tu nous parles de naturopathie.
aussi. Et Oui. tu fais quoi aussi? Donc, je suis formatrice Ouais. et responsable de formation. Formatrice de futurs naturopathes. Ok. C'est un métier qui est passionnant au quotidien. J'emmène les élèves en balade-cueillette, je leur fais les cours d'anatomie, voilà. Enfin, selon ce qu'il y a comme besoin dans notre école, hein, bien sûr. Et puis, je fais intervenir des gens comme toi, Floriane, qui vient Oui. intervenir samedi. C'est ça. Ça va être une belle expérience, du coup, de pouvoir partager aussi mon accompagnement C'est ça. avec des futurs naturopathes, parce qu'il y a vraiment une complémentarité avec nos pratiques. Et du coup, qu'est-ce que l'émotionnel? Comment on peut accompagner au mieux la personne que l'on accompagne? Et ça fait vraiment une continuité des choses. C'est ça. Tu parlais aussi, il me semble, au niveau des yeux. Oui. Je fais de l'iridologie. Ouais. Alors, l'iridologie, c'est une technique, pareil, ancienne. Alors, moi, j'aime bien les techniques anciennes, de toute Ok. façon. Hein. Pour moi, se soigner, c'est possible. Donc, pour les petites choses, bien sûr, si on a une maladie, on va chez le médecin. Oui, c'est complémentaire, en C'est fait. complémentaire. C'est vraiment important C'est ça. de le rappeler, je pense. C'est hyper important. Il y a vraiment une complémentarité, comme il y a une complémentarité avec les gens. C'est ça. Enfin voilà, c'est important. C'est ça. Demain, si j'ai un problème ou que ma famille il y a un problème, j'irai voir le médecin. Je ne me poserai pas la question de passer par les plantes ou par la nature. Mais par contre, s'il y a quelque chose de facile à mettre en œuvre, comme des petits mots du quotidien, ça par contre, ou alors tout ce qui est émotionnel, et ben avec les fleurs de bac, avec la naturopathie, et puis l'iridologie qui permet de voir à l'instant T quelle est la tendance de la personne. C'est pas un diagnostic. À aucun moment on peut vous dire vous allez avoir telle maladie, vous allez avoir telle. Non, c'est pas du tout ça. Nous, l'idée, c'est de dire quelle est la tendance d'évolution de la personne, c'est-à-dire de dire quelles sont les toxines que la personne elle a le plus. Si elle subit beaucoup de stress, ça on le voit dans l'iris par exemple, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça s'améliore. Et c'est vrai qu'on peut le voir aussi avec la peau, enfin, Oui. les problèmes de peau. Bien sûr. Je pense que l'ostéopathie aussi, Oui. enfin voilà, Bien sûr. différents métiers permettent à un moment donné d'avoir une hygiène de vie qui fait que ça amène de la prévention. Et ça me fait écho, en fait, c'est important de prendre soin de son terreau quelque part. Ah oui, complètement. Et ce terreau, c'est ce qui est local, au final, qui est propre à chacun, c'est son terreau. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est bon pour la peau, enfin voilà, Ouais. pour l'hygiène de vie interne et qui se voit au final à l'extérieur. Ça. En fait, ce qu'il faut prendre comme notion, c'est qu'on a comme imaginez un écran. C'est imaginer un écran avec des images dessus qui nous montrent comment est notre corps. Et ben en fait tout, les pieds, donc la réflexologie, l'ostéopathie, les os, comment sont les os, comment ils sont alignés dans le corps. L'iridologie, d'autres techniques encore. Le massage, par le massage, on peut arriver à trouver des zones qui sont tendues. Donc en fait, tout ça, c'est des écrans de contrôle qui nous permettent certaines d'influer et certaines juste de regarder. Et d'où aussi ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'art, au fait qu'on développe l'art, alors que ce soit la lecture, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre ou le sport, etc. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps et du cerveau au niveau conscient-inconscient. Donc là, je fais un parallèle par rapport à l'accompagnement que je propose, où au final, il y a des choses qui se passent à l'intérieur et ça réagit à l'extérieur, et où il y a un process interne par rapport à un comportement, par rapport à une émotion et par rapport à ce qu'on en fait. Et en fait, il y a vraiment ce cercle qui parfois est vicieux, et on peut en faire un cercle vertueux. C'est ça qui est important dans la complémentarité de tout ce qu'on peut amener par les pratiques connues et reconnues quelque part, parce qu'effectivement, elles sont la plupart beaucoup anciennes, et en même temps, ça, avec les nouvelles médecines modernes et anciennes qui reviennent, ça fait une parfaite complémentarité. Et c'est l'accompagnement total. En fait, la personne, elle est prise dans sa globalité. Et c'est ça qu'on cherche en médecine douce. On ne cherche pas à dire non, moi je veux faire que toute seule mon accompagnement. Au final, le choix de thérapeute va être vaste parce que la personne est vaste, tout simplement. C'est ça. Et elle a besoin de quelque chose à un instant T, et puis quelques temps après, ça sera autre chose, parce que du coup, le fait de commencer à explorer les choses, comment apprendre à se connaître, d'où le thème de l'émission, c'est vraiment apprendre à se connaître, et c'est pas parce qu'une personne, ça a fonctionné pour elle que ça va fonctionner pour nous, d'où un accompagnement individuel, personnalisé, parce que au final, on va chercher ce qui est bon pour soi. Bien sûr. Alors, c'est vrai que y a beaucoup
bouquins, de livres qui sont sortis sur le deuxième cerveau. Et du coup, en préparant l'émission, c'est vrai que la sérotonine, dont on parle beaucoup, elle est très présente aussi au niveau de l'intestin. Oui. Et c'est important de le dire que ça fait le parallèle entre l'émotionnel, c'est-à-dire que ce messager qui régule les humeurs aussi, que ce soit au niveau du cerveau du haut et le cerveau du bas. C'est pour ça qu'avoir une bonne alimentation va vous permettre d'avoir une bonne flore microbienne. Et cette flore microbienne, il y a certaines bactéries qui sont des précurseurs de la sérotonine, puisque du coup, si elles ne sont pas là, la transmission au cerveau, au niveau des molécules du bonheur, ne se fait pas. D'où l'importance du tube digestif. Exactement. Qui fait le lien entre les deux. Et c'est vrai que cet alignement qui est important entre ce que... On se nourrit du cerveau et on se nourrit au niveau des intestins, ça fait vraiment le lien au niveau du tube digestif et de la digestion des émotions, la digestion des émotions et le fait de faire le lien entre les deux. D'ailleurs, il y a même des liens qui ont été faits récents, des études scientifiques qui ont été publiées il y a quelques années, on est en 2019 si je ne me trompe pas, qui disent que les personnes qui sont malades, qui ont des cancers, tout ça tombe en dépression. Cancer, maladie auto-immune, maladie de l'intestin. Pas forcément auto-immune, mais simplement des problèmes digestifs peuvent avoir de la dépression. Pourquoi ? Parce que c'est là le siège de l'humeur. C'est ça. Et ça en vient au lien à la fameuse question du comment tu vas, où tu rebondissais en me disant à la base, c'est comment tu vas à la selle. Comment tu vas à la selle. Ouais, c'est ça. Et on fait le point aussi, on a fait le lien par rapport à, en fait, au niveau de l'anglais, c'est how do you do ? Oui. Et c'est vrai, et c'est comment fais-tu aux toilettes. Donc au final, on a raccourci des choses en français, comment tu vas, et au final, au début, c'était comment tu vas à la selle. D'ailleurs, tu vois, les enfants qui sont constipés, ou alors une personne âgée qui est constipée fréquemment, parce que ça fait partie du jeu, l'intestin qui devient un peu plus sensible, un peu moins mobile, ça s'apaise avec le temps. Et la personne qui est constipée souvent va être agressive parce qu'elle attend avec impatience ce moment où elle va aller à la selle, qui est important en fait. C'est une libération, mais c'est une libération d'émotions aussi. Oui, mais parce que c'est restreint. C'est ça. On se sent cloisonné et il y a quelque chose qui passe pas en Bien fait. sûr. Ça passe pas. Bien Donc sûr. À partir du moment où ça passe pas, il y a une impatience et c'est vraiment en connotation. Je l'ai pas digéré. Cet aliment-là, je ne l'ai pas digéré, mais aussi dans la vie courante. Il m'a dit quelque chose, là, ça, je vais pas le digérer. Quoi. Ah ben si, tu vas le digérer, mais on va prendre le temps. Puis tu vas trouver un truc qui va permettre que tu le digères. Oui, et c'est indigeste. J'arrive pas, c'est indigeste. Donc c'est vraiment tous ces difficultés à digérer les choses aussi. C'est vrai qu'il y a tous ces rapports entre les mots, les émotions et qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions, comment on nourrit ce cerveau. Tu parlais aussi au niveau des intestins. Est-ce qu'il y a une fonction spécifique de l'intestin qui fait que ça peut bloquer au niveau des selles. Oui. Ouais, que ça peut créer de la constipation. Le stress, en fait, il va bloquer. En fait, on a deux systèmes nerveux, un système nerveux orthosympathique et un système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes, ils sont hyper complémentaires. Oui. Il y en a un qui est là pour, donc l'orthosympathique qui est là pour la vigilance, pour être là quand on a besoin d'agir, et puis l'autre parasympathique qui est plutôt le système de récupération. Et puis récupération d'informations. Récupération d'informations, mais récupération morale aussi ou physique. Quand on a fait du sport, il est vraiment là. C'est le système de repos quelque part. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le conscient et l'inconscient quelque part? Quasiment. Du cerveau. Quasiment, même si on ne peut pas dire ça, quasiment. Oui, c'est un peu la réflexion de ce qui se passe, c'est l'instant T, et les répercussions de ce qu'il y a d'une habitude qu'il y a eu à un moment donné. C'est ça. Et ce système orthosympathique, si on est en permanence en phase de stress, on va l'accélérer. Donc là, on va avoir de la diarrhée. Et si par contre, on est en permanence en phase de repos, parce que dans notre vie, ça stagne, ou parce que dans notre vie, c'est compliqué et qu'on n'arrive pas à avancer. Les problèmes de pied, c'est aussi ça, quand on n'arrive plus à avancer. Mais l'intestin, c'est si ça n'arrive pas à avancer, alors on peut bloquer nos matières.
ou alors parce qu'on a eu des choses difficiles qu'on a vécues et qu'on n'arrive plus à les digérer, ou qu'on vit une situation pas évidente et qu'on a besoin d'un temps de pause, et bien l'intestin peut se mettre en pause. Il ne faut pas oublier que les selles, c'est volontaire. À 3 ans, quand l'enfant il doit aller donner ses selles à sa maman, c'est lié à la maman en général, les selles, et même quand on est adulte, c'est lié à la relation à la mère. Okay. D'ailleurs, le remède Magnesia muriatica en homéopathie, ce remède-là, il y a des études qui ont été faites, c'est vraiment relié à la mère. C'est lié aux selles, c'est pour aider aux évacuations de selles quand elles sont difficiles, mais c'est aussi lié à la mère. D'accord. Donc les selles, vraiment, c'est ce côté-là. Et tout à l'heure, je rebondis par rapport à bloquer la matière, et effectivement, quand on tourne en boucle au niveau du cerveau, on bloque la matière, on bloque nos aspirations, et du coup, effectivement, ça tourne, et en fait, ça sort pas, parce qu'on bloque la matière, bloque la matière grise quelque part. C'est ça. Et là, c'est une autre matière. C'est vraiment le lien entre les deux. Pareil que la maman qui veut tout le temps tout contrôler parce qu'elle a besoin qu'à la maison soit impeccable, parce qu'on a une charge de travail en tant que femme quand même, faut le savoir. Alors oui, c'est en train de changer. C'est en train de changer, bien c'est sûr. Ça dans les mœurs. Mais c'est vrai que oui, ça a beaucoup. Et toute cette surcharge de travail fait que la maman, elle a besoin de contrôler, elle a besoin d'être à telle heure à l'école, elle a besoin d'être à telle heure à son travail, elle a besoin d'être à telle heure à l'activité sportive de l'enfant, à son activité sportive parce qu'elle a besoin de temps et puis qu'elle doit être une femme accomplie aussi. Et elle arrive au moment d'aller aux toilettes, mais elle a tellement tout contrôlé que les selles sont tellement contrôlées aussi. Et c'est vrai que ça fait un lien par rapport à l'équilibre. C'est ça. Il y a un moment donné, quand les choses s'équilibrent, tout reprend son processus, ses fonctions de base naturelles, et qui, tout se met de plus en plus. Et est-ce que tu as vu une évolution de symptômes durant ton début de pratique? Alors moi, j'ai commencé à exercer avant le Covid, en fait, et pendant le Covid, j'ai vu que le stress s'est installé. Effectivement, constipation, ballonnement, ça a été plus compliqué à gérer. Alors, est-ce que, du coup, c'est le stress et aussi peut-être le manque d'activité physique? Peut-être aussi, oui. Parce qu'il y a eu vraiment un ralentissement, pour le coup, de la vie. Oui. Et que ce soit au niveau du travail différent, et au niveau de l'activité physique aussi, qui est importante dans l'hygiène de vie. Bien sûr. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est important d'équilibrer les choses. Et puis le sport qu'on faisait avant le Covid plus naturellement, on allait plus facilement marcher, faire du sport, voilà. Et ce sport-là, il crée de la sérotonine. Oui. Donc on en a moins, on nourrit moins bien l'en bas. En fait, les deux sont liés. Il faut vraiment qu'il y ait les deux. Oui, c'est vraiment important d'avoir tout ce lien qui se fasse. C'est ça. Cet équilibre entre le terreau, ce qu'on disait, le terreau qu'on nourrit, et puis de quoi on va prendre à l'extérieur pour que ça puisse faire que ça pousse à l'intérieur et que ça soit plutôt bénéfique pour soi-même et pour les autres qui sont autour de nous. Et nous, dans notre pratique alternative comme toi ou d'autres thérapeutes, on travaille le terrain de la personne. À aucun moment on travaille le symptôme, on travaille le terrain. C'est le terrain. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Vous savez pas. Qu'est-ce qui fait que là vous avez envie? Et c'est vraiment retrouver cette envie, cette appétence, parce qu'au final c'est ça, cet appétit de vivre, cet appétit de mettre en lumière et de mettre ses envies pour pouvoir accéder à la meilleure version de soi-même, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour pouvoir transmettre aussi à l'extérieur. C'est ça, exactement. Du coup, tu as choisi une chanson pour cette pause musicale. Oui. Donc, je vais te laisser du coup la présenter et puis nous dire pourquoi cette chanson. Ok. Alors, je suis très attachée au côté féminin, à l'émotion féminine, à la sensibilité, tout ça. Et j'aime beaucoup cette chanson, en fait, qui, pour moi, réveille ce côté féminin qu'on a tendance des fois à cacher derrière beaucoup d'envie d'être parfaite. Et donc, j'ai choisi Ayla Schiffer. Donc, c'est une chanteuse qui fait plutôt des choses un peu espagnoles. Enfin, voilà, c'est très sympa et très doux à écouter. Et ça s'appelle Vuela como viento. Merci. De rien. Sylvie, merci pour ce partage de cette magnifique chanson.
et de nous faire partager tes goûts, parce que c'est... Alors pour le coup, moi je ne connaissais pas, donc voilà, c'est une belle découverte. Donc je te remercie. On a parlé pas mal de la femme juste avant, sur le fait de contrôler, etc. Et par rapport aux hommes, quel est l'impact au final de cette digestion des intestins, par rapport à l'homme? Alors les hommes, souvent, c'est ça qui est assez intriguant. Après, j'ai pas suffisamment de recul pour ça, mais les femmes que j'ai en cabinet ont souvent de la constipation et les hommes ont souvent de la diarrhée. Mais parce qu'ils ont cette problématique de devoir être... aussi, on leur demande d'être l'homme parfait quelque part. L'homme, à la base, ancestralement, c'était l'homme qui allait chercher de la nourriture. Le chasseur. C'était le chasseur. Il allait chercher de la nourriture pour nourrir sa famille. Maintenant, l'homme, on lui demande d'aller chercher de la nourriture, donc d'aller travailler. À son travail, on lui demande d'être un super homme, un super salarié, ou chef d'entreprise, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit être à la hauteur. Il doit être à la hauteur. Et puis, il rentre chez lui, mais il faut aussi qu'il soit l'homme qui accompagne sa femme dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants. Il a envie d'être cette place-là aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a ses émotions et qu'il a envie de ça. Parce que la société a évolué. C'est ça. Et c'est, voilà, et lui aussi se retrouve dans cette imposition des deux, d'être l'homme travailleur, parfait, salarié exemplaire, et puis de l'autre côté, l'homme un peu plus féminin, qui a besoin de retrouver ce côté yin, de ce côté enveloppant avec ses enfants, qui soit là pour les aider, les éduquer. Et puis en même temps, lui aussi, il a besoin de faire du sport, il a besoin d'activité à lui. Donc lui aussi va créer ses propres troubles à cause de ça. D'accord. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, et d'équilibre qui a été déséquilibré par quelque part une société qui a peut-être fait évoluer certaines choses, alors bénéfique sur plein de choses, et en même temps, une évolution, il y a un équilibre entre les choses. Qu'est-ce que, du coup, tu conseilles quoi quand tu accompagnes les hommes et les femmes Alors, la première chose, c'est travailler l'émotionnel. Donc, soit je renvoie chez d'autres thérapeutes, comme toi. Oui, comme des liens qu'on avait fait ensemble. Exactement. Soit je renvoie chez des psychologues, parfois, parce qu'il y a besoin de parler. Des fois, on se sent c'est le plus pourquoi. Et chez soi, on ne parle pas de ces problèmes en général. C'est compliqué. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça où on a amené le sujet sur la digestion, les intestins, où on savait qu'on allait amener des mots, ça se dit pas, ou vous n'allez pas en parler à la radio, etc. Oui, mais sauf que c'est des choses que beaucoup de personnes vivent et qu'osent pas en parler. Et peut-être que d'entendre cette émission, au final, ils vont se dire, je suis pas tout seul. Et c'est ce qu'on a amené, c'est que les personnes aussi pensent qu'elles sont toutes seules à avoir certains problèmes au niveau des intestins, etc. Et non, en fait, il y a d'autres personnes, et c'est important de dire, c'est chacun son équilibre à trouver, que ce soit en étant accompagné au niveau de l'alimentation, au niveau de l'émotionnel, et toute autre pratique, au niveau du sport aussi. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est un accompagnement qui peut pas se faire seul. C'est pas possible. C'est vrai que notamment les hommes, quand ils viennent, c'est sois fort. Donc non, je pleure pas. Oui. Non, pleure pas, t'es un homme. Ça. Voilà. Ils viennent et ils disent non, en fait, moi j'ai rien, je viens juste pour du préventif. Et au final, quand ils repartent, ils en ont sorti pendant 1h30, autant de choses à dire. Parce qu'en ils ont libéré, et du coup, ça permet aussi de digérer les choses, de dire, ok, c'est plus fluide. Et je reçois aussi des femmes qui s'autorisent plus à pleurer. Bien sûr. Qui s'autorisent plus. Qui vont vers ce côté yang. Voilà, parce qu'en fait, non, mais je veux montrer que je suis forte. Et il y a une connotation derrière le fait de pleurer. Et je dis, mais pleurer, ça libère aussi. Bien sûr. On pleure de rire, on pleure d'émotion parce qu'on trouve que les choses sont belles, on pleure de tristesse, on pleure... Voilà, mais c'est une émotion, et qu'est-ce que vous mettez derrière après? Et est-ce que c'est mal ou bien? Encore ça, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ça aussi, les croyances sur le bien, le mal, c'est toujours, ou les hommes, les femmes, voilà, c'est ces sujets et d'ailleurs, par rapport aux mots aussi, quel mot attribuer à cette émotion? Parce que les enfants, ils sont un très bel exemple, c'est-à-dire que pour eux, la tristesse, ils vont pas la percevoir forcément comme nous, ou la colère, ils vont l'exprimer différemment. Mais non, mais quand on est en colère, c'est comme ça. Qui a dit que? C'est juste important de l'exprimer et de la connaître, quelle est sa colère soi-même.
Et même les émotions, on a tous notre façon d'agir. Par exemple, si j'ai quelque chose d'important à annoncer à quelqu'un, moi, je vais l'annoncer spontanément. Je ne vais pas me poser la question, c'est une fois que j'aurai pris ma décision, je vais dire la chose. Alors qu'il y a des personnes, elles vont avoir besoin d'en parler bien avant. On est tous différents. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte quand on fait de l'accompagnement. C'est vraiment que chaque personne est différente de l'autre. Il n'y a personne qui est exactement pareil. Un enfant va pas réagir pareil qu'un autre enfant, comme tu le dis. C'est ça. Et c'est là où les perceptions des choses, c'est important de se dire, non, c'est pas parce que moi je vois ça comme ça, que l'autre voit ça comme ça. Et du coup, on se retient. C'est ça. Et le fait de se retenir, on retient nos émotions, on retient pour pas vexer, mais au final, on se fait plus de mal parce qu'on anticipe ou on pense que l'autre va réagir de cette manière. C'est juste qu'à un moment donné, ok, qu'est-ce que je fais de cette information ? Est-ce qu'elle est profitable ou pas? Si elle l'est pas, comment je la gère? Et si elle l'est, comment je peux la partager? Parce qu'au final, si j'ai envie de la partager, c'est plutôt fluide. C'est vrai que on s'est aperçu que tout ce qui est relaxation, les techniques de relaxation, le fait de l'auto-hypnose, l'hypnose, ça permet aussi d'aller trouver ses ressources et de pouvoir aussi lier l'émotionnel pour pouvoir libérer au niveau des douleurs, des crampes. Alors, effectivement, quand il n'y a rien médicalement connu, évidemment, et ça peut être du coup lié au stress, comme tu disais, donc alimentaire, et que les deux choses peuvent être évidemment tout à fait compatibles, liées et sont même primordiales. Mais bien sûr, et il y a tellement de techniques qui peuvent remettre ça en place, remettre ce côté, comme tu dis, équilibre en place entre émotionnel et physiologique, mais déjà revenir au corps. Comme tu le dis, la méditation, la relaxation, tout ça, c'est des techniques qui ramènent dans le corps. En fait, l'idée, c'est pas de partir là-haut et de se percher. Oui, c'est exact. En fait, c'est important d'être au contraire dans son corps. C'est dans son corps et trouver à l'intérieur qu'est-ce qui fonctionne pour pouvoir, à l'extérieur, qu'est-ce que j'en fais, ce siège des envies, comment je peux mettre mon envie là-dedans et comment je peux transmettre les choses. Et quelque chose de très simple quand on a des douleurs au ventre. Alors bien sûr, il y a des plantes qui aident, qu'on peut trouver localement, mais il y a aussi le corps. Et le corps, il sait parler. Donc, écouter son émotion au moment où elle arrive, c'est-à-dire quand on est dans la douleur, précisément quand on est dans la douleur, l'écouter, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends en cabinet, et parce que c'est vraiment quelque chose qui est la base. On doit savoir écouter notre corps, on doit savoir capter ses messages. Et c'est ça, on s'est déconnecté de ça. Les animaux, naturellement, s'ils sont pas bien, ils vont faire un jeûne. Ils vont se remettre au repos. Je suis pas pour le jeûne, hein. Je préfère le préciser. Si je fais un jeûne, c'est que je suis malade. Mais par contre, un jeûne court parce que c'est nécessaire pour le corps à un moment donné, oui. Mais l'animal le fait naturellement. Pourquoi spontanément il va pas se jeter sur un croissant? Mais parce qu'il sait très bien que le croissant, il n'est pas excellent pour lui. Alors pourquoi? Alors, ma grande question en ce moment, c'est pourquoi nous, moi la première, on se jette sur un morceau de chocolat? On sait que le chocolat, c'est toxique pour notre foie. Mais naturellement, si on était en permanence dans la nature et qu'on mangeait en permanence sainement, on n'aurait pas cet attrait-là. Pourquoi on a cet attrait-là maintenant? Est-ce que c'est du coup ce qui est peut-être rajouté dans les choses qui fait que il y a le plaisir immédiat? Oui. Et on en discutait aussi tout à l'heure au niveau du désir. Le désir, parfois le lien du désir va jusqu'au plaisir immédiat et c'est la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on met derrière le désir? Qu'est-ce qu'on met derrière le plaisir? Et c'est tout de suite l'instantané et qui provoque la sérotonine qui est au niveau des neurotransmetteurs qui, pour le coup, fait ok, j'ai envie tout de suite. Ah ça, je sais, cet aliment-là me l'apporte tout de suite, comme la cigarette, comme il y a une liste très longue. Puis pourquoi on va pas faire de sport alors qu'on sait qu'on en a besoin? Alors quand je dis sport, c'est très adapté. Chaque personne, moi, mon sport, c'est la marche. J'adore marcher, donc je vais marcher. Mais il y a des personnes, le sport, ça va être de courir. Mais en tout cas, l'idée, c'est pourquoi on ne va pas faire du sport alors qu'on sait qu'on en a besoin. Pourquoi on a cette flemme d'un coup et qu'on a envie de se poser dans le canapé parce que c'est plus sympa que d'aller marcher alors qu'on sait que c'est bon pour nous. C'est ça qui est un peu troublant, en fait. Souvent, on a des réactions qui sont complètement inversées à ce qu'on a besoin. C'est comme si on n'avait plus de connexion au corps. Plus ses besoins, de se reconnecter à ses besoins essentiels et en même temps qui fait que les choses qu'on a de façon immédiate
c'est quelque part beaucoup plus facile. C'est ça. Et en même temps, il y a plus ce côté apprentissage de savourer les choses, etc. Donc, c'est un juste milieu entre les choses. Et en même temps, c'est vrai que y a parfois cette critique de la société. Ceci étant, elle nous permet aussi, là, de se rencontrer, d'avoir des échanges par rapport à transmettre des messages. Donc, la société, elle est bien aussi... voilà, il y a un équilibre à faire entre les deux. Et au niveau de soi, c'est important de se retrouver dans son essentiel. C'est ça. C'est vrai que j'ai une lecture de Spinoza, qui est un grand philosophe, et déjà à l'époque il affirmait en fait que le corps et l'esprit sont des attributs parallèles en fait de la même substance. Oui. Et je trouvais ça vraiment par rapport à l'émission sur la digestion, où en fait il y a la même chose en haut et en bas, et que ça fait vraiment le lien de substances, et quelle est la nourriture de ces substances qu'on souhaite, quelle matière on souhaite donner, que ce soit à l'un ou à l'autre en final, et ça fait vraiment le lien. Par rapport à ta pratique aussi, et à la mienne, de quoi on a envie de se nourrir au niveau émotionnel, au niveau des croyances, au niveau des pensées, comment on pense sur soi, parce que c'est vraiment ça. En accompagnement, il y a beaucoup de croyances sur les « je suis nul, j'y arriverai jamais », c'est toujours comme ça tourne en boucle. Et en fait, c'est vrai que les personnes aussi, elles mettent, c'est comme si j'avais un poignard dans le ventre, c'est comme si... Et il y a vraiment ce lien qui est important de se dire, ok, et quand j'accompagne au niveau des émotions, je fais, qu'est-ce que ça vous fait ? Où est-ce que ça commence ? Et souvent, c'est au niveau du ventre, au niveau du tube digestif, au niveau du plexus solaire. Ça coince ici. Ou, ça me met une barre dans le ventre. Et c'est vraiment ce que tu amènes toi aussi avec la naturopathie. Ben, en fait, du coup... Quand j'ai fait mon mémoire d'études, je me suis rendu compte qu'il y a différentes parties dans l'intestin. Et ces différentes parties dans l'intestin, elles sont liées à différentes émotions. Il y a plein d'auteurs comme Michel Odoul, Philippe Dransart, qui ont écrit des livres formidables là-dessus. Et en fait, par exemple, l'iléon, donc, qui est la base à droite, la zone où la plupart des maladies de Crohn se déclenchent, cette zone, c'est lié au tri, à l'analyse. Effectivement, les personnes qui ont la maladie de Crohn, en général, alors c'est une généralité, mais en général, c'est plus des personnes qui vont être en permanence en train d'analyser ce qui leur arrive et qui vont être aussi en train de se déprécier. Et la zone de la dépression, c'est la zone où on rentre dans le cacéum, donc dans la zone d'entrée du côlon. C'est vraiment fort de se dire ça, c'est que vraiment, on a des tempéraments qui vont être liés à des pathologies. Et ça, c'est vraiment hyper fort. C'est des domaines de recherche qui pourraient être... hyper intéressant pour l'avenir, je pense. C'est très enrichissant et on le voit au niveau, je reviens dessus par rapport aux yeux, par rapport à la peau, même au niveau olfactif, on l'oublie souvent, ce sens, et le goût aussi, d'ailleurs le goût à la vie, le goût à l'envie, et c'est vraiment un lien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de bien mâcher, de bien mastiquer, quelle information on souhaite bien intégrer. Il y a vraiment tous ces liens qui sont faits. Donc, c'est vraiment une globalité de prise en charge. C'est ça. Complètement. Et tu vois, là, tu parles de la vie, du goût à la vie. Le goût à la vie, quand on n'a plus de goût, pareil, après le Covid. Souvent, après le Covid, on a cette période... Et au niveau olfactif aussi. Et au niveau olfactif, parce qu'on ne sent plus. On sent plus. On n'a plus envie de sentir et on n'a plus envie d'avoir le goût. Alors qu'en fait, quand on reprend tout doucement, ça revient. Alors bien sûr, il y a des méthodes naturelles ou des méthodes médicales pour reprendre ce goût à la vie. Enfin, ce goût vraiment tactile, perceptif. Perceptif. Mais à côté de ça, ce goût à la vie, c'est vraiment nous. Ça va chercher en nous, ça. De toute façon, pour moi, il n'y a aucune maladie qui est due au hasard au final. C'est vraiment, par exemple, la maladie de Raynaud, où le sang ne circule pas dans le bout des doigts, c'est aussi lié à la vie, puisque le sang, c'est la vie, dans tout ce qui est décodage émotionnel. Le sang, c'est lié à la vie. Donc, quand on n'a plus de sang dans le bout des extrémités, c'est que la vie ne va pas jusqu'au bout. Quel sens on veut donner à la Exactement. vie. Quel sens. Et les sens sont particulièrement importants, et ils sont importants de connaître quel sens on donne à chaque sens et quel est notre sens, notre canal préférentiel. C'est-à-dire que, comment je retiens plus cette info ? Ceci étant,
tous les sens sont particulièrement importants parce que c'est ce qui nous permet une alerte, c'est ce qui nous permet une émotion. Ok, il y a une odeur, bah non, mais en fait, je sens que j'ai pas envie de le manger. Et des fois, il y a des personnes qui disent, ok, je sens, mais je vais quand même manger. Et heureusement que, au final, notre corps, notre intestin, parfois, il rejette parce que c'est important. Non. Et je t'avais prévenu, ton sens. Prête attention à ton sens. Bien sûr. En fait, c'est une méthode de nettoyage du corps. Faut pas oublier que si vous avez de la diarrhée, si vous avez de la constipation, c'est qu'il y a une raison. La diarrhée, c'est vraiment pour éliminer des substances qui sont nocives. Donc, c'est vraiment nécessaire. D'où le fait d'avoir une hygiène de vie et aussi émotionnelle, parce que si on ingurgite des choses, on intègre des choses et au final, on tourne en boucle et que ça reste bloqué, ça fait vraiment, ça fait écho sur le corps, sur les émotions, sur la parole, et puis, mine de rien, sur soi et sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la colère, les émotions, elles agissent aussi sur les autres. Bien sûr. Et heureusement, il y a des moyens naturels pour arriver à sortir de ça. Vous en avez tous, respirer, revenir en conscience, les plantes, des médicaments, même s'il y a besoin. En fait, chacun est libre de trouver son moyen, mais il ne faut vraiment pas rester avec des émotions qui se bloquent dans le corps. Oui, et puis effectivement, c'est chacun a son moyen, que ce soit, encore une fois, par le sport, par l'art, par l'écriture, par les plantes. Voilà, il y a vraiment... il y a tellement... Il y a des personnes qui vont se baigner dans l'eau froide aussi. Des marches. Je veux dire, il y a tellement de manières, en fait, mais chacun et heureusement, peuvent trouver sa manière à soi, à lui, et puis pouvoir partager. Et puis, c'est comme ça. C'est pour ça que tu ne peux pas te partager une recette en disant pour moi, ça a fonctionné. Parce qu'en fait, ce n'est pas sûr que pour l'autre personne, ça fonctionne. Parce qu'il ne réagira pas pareil. Ça va être différent. Il peut tester. Oui, il peut tester. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Ok, je vais faire comme toi, mais en fait, je suis. Donc, en fait, je vais faire quelque chose. Et si c'est pas en adéquation avec qui je suis, c'est pas grave, il y a rien de grave, c'est que ça sera encore autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes à voir 12 thérapeutes différents et qu'en fait, elles n'arrivent pas à trouver le bon parce que pour l'instant, elles n'ont pas trouvé le truc qui leur convient à elles. Ça viendra. C'est exactement ça. C'est comme, on en parlait avec différentes personnes, comme un professeur ou comme une information. Il y a des choses, on va répéter 10 fois et il y a un moment donné, ça sera la 11e personne qui va te dire, mais parce que on sait pas pourquoi, mais en fait, ça a été semé et il y a un moment donné, c'est cette graine qui fait que ça pousse et c'est ok. C'est les événements de vie aussi qui font. Je me souviens un jour, donc c'était la journée de lancement de mon école. À l'époque, j'étais toute jeune élève et Christophe Cano, donc notre directeur, qui est vraiment un homme super, même si il a des côtés particuliers, il a un côté formidable. C'est cette ouverture de conscience qu'il a avec les élèves. Et donc il nous a dit, il nous imitait quelqu'un qui traînait un boulet. Et il nous disait, soit vous pouvez décider de laisser qui vous étiez avant avec tous vos soucis à la porte et lâcher ce boulet-là, soit vous pouvez continuer de traîner votre boulet toute votre vie. C'est votre choix. Vous avez le choix. Soit vous partez à gauche ou vous partez à droite. Si vous partez à droite, vous le laissez tomber. Si vous partez à gauche, vous le gardez. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais au milieu devant la porte et je me disais, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse passer cet ancien moi, cette zone de confort, et je pars vers la droite, ou est-ce que je décide de continuer à être, mais c'est aussi une façon d'exister, d'être malade. Donc, soit je pouvais décider ça. En fait, il y a beaucoup de c'est une identité quelque part. Exactement. Et selon, ça peut être même vu par l'entourage, une identité. Et c'est compliqué parfois de s'en détacher parce que est-ce qu'on va être toujours aussi important aux yeux d'une personne ? Le fait de perdre, alors que c'est une transformation. C'est loin d'être identitaire. Ceci étant, les ancrages répétés tous les jours, Et c'est important quand il y a un accompagnement et que en partenariat aussi avec les psychologues, c'est vrai qu'il y a un moment donné où, comment je fais pour me débarrasser de ce que je me suis collé en identité. C'est ça, cette identité, elle est hyper importante, c'est une façon d'exister. Je suis malade, donc je suis déjà. Oui. Alors que demain, si je suis plus malade, je suis quoi ? Exactement, la question de base que tu m'as posée, qui tu es ? Oui, c'est ça. En fait, pour moi, ça me définit pas. Je suis naturopathe, c'est ni maman, ni femme. Tu fais ça, tu fais ça, et tu es Sylvie. C'est ça, et même pas. Parce que Sylvie, c'est déjà une étiquette que mes parents m'ont collée. Oui, c'est un prénom pour t'identifier. Exactement. En fait. C'est l'identification à la base, on doit donner pour se reconnaître, pour reconnaître. C'est ça. Parce que je suis pas une forêt, Sylvie, c'est une forêt.
Je suis pas une forêt. Enfin, voilà. C'est ça. Donc, il y a tout ça. Et en fait, de se poser ces questions-là, je trouve que c'est déjà un chemin. C'est déjà Même un sans chemin. aller voir personne, déjà tout se poser de ces questions, et ben, je trouve que c'est déjà un chemin qu'on fait sur soi. Il y a des personnes qui sont autodidactes et qui vont pas avoir besoin d'aller voir un thérapeute parce qu'ils auront tout en eux et ils arriveront tout à comprendre leurs mécanismes et ils vont arriver à s'auto-guérir. Et ça, c'est ce principe d'auto-guérison qu'on a tous en nous qu'il faut qu'on remette au goût du jour, en fait. Merci Sylvie. De rien. J'étais ravie de faire cette émission avec toi. Merci. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Valérie Mèche, qui est aussi naturopathe, qui fait l'émission de son talier aussi, et du coup qui est naturopathe du côté de Saint-Jean d'Angély, à Villeneuve-la-Comtesse. Donc c'était vraiment un clin d'œil parce qu'elle m'a fait découvrir la naturopathie aussi, et vous avez vraiment cette complémentarité de façon de voir les choses. Donc c'est chouette, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette émission avec toi. Sur comment on peut te trouver, du coup? Comment on peut me trouver? Tu es où? Alors, je suis... alors, tout premièrement, je suis chez moi, C'est ça. à Verrines-sous-Celles, dans mon petit chalet en bois, où Ok. j'adore recevoir. L'hiver, il fait un peu froid, je suis en train de chercher des méthodes d'isolation. Et sinon, je suis à Melle, à l'ancien laboratoire, où j'exerce. Comment on peut te contacter? Par téléphone, tout Ok. simplement, ou par mon site internet, Ok. Qui est? chryselianaturopathie.fr. Ok. Est-ce que tu peux redire parce que je pense que je t'ai coupé au moment où tu l'as Alors, dit. chryselianaturopathie.fr. Ok, super, je te remercie. Et du coup, on va finir par la musique d'Ed Sheeran, reprise, donc c'est Perfect, reprise au violon par André Sweat, que j'aime beaucoup. Voilà, au plaisir et à bientôt. Au plaisir.